السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الجزء الثاني للدرس، الجزء الثاني من الدرس المتعلق بدرس الآليات، آليات تبادل الماء والأملاح المعدنية عند النباتات. Bonjour tout le monde, me voilà de retour pour aborder ensemble la deuxième partie du chapitre intitulé les mécanismes d'échange de l'eau et les sels minéraux chez les plantes vertes. On va commencer par le bilan. La dernière chose qu'on a expliqué la première partie, on a dit précédemment que les échanges d'eau et les sels et les substances dissoutes entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire se font par les mécanismes suivants. Transport passif, c'est un transport qui ne demande pas de l'énergie, à savoir l'osmose, qui cible les échanges de l'eau. L'échange de l'eau se fait du milieu hypotonique, c'est-à-dire le moins concentré, vers le milieu plus concentré hypertonique, et la diffusion des solutés, à savoir les différents types de perméabilité, diffusion simple, libre, diffusion orientée, diffusion sélective et différentielle, et diffusion facilitée. Il y a un autre transport qui nécessite de l'énergie, s'appelle un transport actif. Dans ce cas, l'échange se fait dans le sens inverse de gradient de concentration du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. La troisième paragraphe consiste à déterminer la structure de la paroi squelettique et de la paroi de la membrane plasmique. On va voir comment ces deux types de membranes assurent la fonction de transport passif et le transport actif. On commence d'abord par la structure, l'infrastructure de la paroi squelettique. يعني البنية وفوق بنية الجدار الهيكلي سنرى إلى أي درجة تحقق هذه الأغشية كل الأدوار التي تلعبها التي وضحناها في السابق. On commence par la structure de la paroi squelettique. Vous voyez l'ultrastructure observée au microscope électronique. Vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments, à savoir la lamelle moyenne, la paroi cellulosique, la vacuole, le noyau et la membrane plasmique. Pour la figure B, en plus de ces éléments déjà cités, à savoir la lamelle moyenne, la paroi cellulosique, la paroi plasmique et cytoplasme, la paroi de la vacuole, on trouve l'élément 6 qui joue un rôle très important. Il nous apparaît comme des ponts et à travers lui, il y a le passage des solutés ou bien l'échange des solutés entre les cellules. Vous voyez ici la cellule A et les cellules B, il y a l'échange entre eux par l'intermédiaire de plasmodèse. En plus de ces éléments, on trouve aussi des ponts de calcium, la fibrille de cellulose, l'hémicellulose, glycoprotéines, c'est-à-dire les sucres liés aux protéines et les pectines. Vous voyez qu'il y a la paroi squelettique est caractérisée par une structure sous forme de ponts complexes appelés plasmodèles qui assure le passage de l'eau et des sels des substances de sucre entre les cellules. Elle se caractérise par sa rigidité tout d'abord et qui offre à la cellule végétale une stabilité de la forme, une rigidité relative, et il constitue essentiellement des polysaccharides, à savoir les pectines cellulose et des protéines et la lamelle moyenne. Pour l'infrastructure de la membrane du deuxième membrane, c'est la membrane cytoplasmique. Vous voyez dans les observations que vous avez vues dans la classe, une fois que vous avez mis en évidence les échanges d'eau au niveau des cellules, vous voyez une cellule simple dont on voit, plasmolyse, dont on voit la membrane plasmique qui a été décollée de la paroi squelettique. Alors, une fois qu'on observe elle nous apparaît comme un fil simple ou bien un très simple. Alors, une fois qu'on utilise le microscope électronique, on voit que la membrane plasmique devient sous forme de trois couches essentielles. Si vous voyez la première couche, c'est une feuillée ou bien une couche sombre. La deuxième aussi, elle est sombre, intercalée par une feuillée claire. Voilà. Pour la structure de cette membrane, vu un certain nombre de recherches, nous donne qu'il y a deux séries là. Voilà, le fil semble constitué d'une série de phospholipides. Euh, pour chaque phospholipide, on trouve qu'il y a un pôle hydrophile, c'est-à-dire un pôle qui aime l'eau, et l'autre pôle qui est hydrophobe et le fluido, c'est-à-dire قطب محب للماء وقطب آخر كاره للماء. Pour les compositions chimiques des recherches
ont montré que la composition chimique de la membrane plasmique est constituée de lipides, de protéines, de glucides qui diffèrent du point de vue pourcentage. Vous voyez l'observation d'une cellule euh, plasmonisée montre que la structure de la membrane cytoplasmique est sous forme d'une ligne fine et simple. Alors, lorsqu'on utilise le microscope électronique, cette membrane nous apparaît comme il est composé de deux couches sombres séparées par une couche claire. Il est constitué essentiellement d'un ensemble de phospholipides avec un pôle hydrophobe qui est fluido et un pôle hydrophile qui est mono, de protéines et de glucides. Pour le pourcentage de lipides et de glucides et de protéines, ils diffèrent d'un élément à l'autre. Il y a deux modèles pour expliquer la structure de la membrane plasmique. Pour les deux chercheurs, un modèle de Daniele et Davson et un autre modèle qui est celui du modèle de Sanger et Nepolson. Et on va voir par la suite la caractéristique de chaque modèle. Pour le premier modèle de Davson et Daniele, il est basé sur le fait que les phospholipides, toute une série terminée par ces boucles rouges qui représentent les pôles hydrophiles, possède un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Ce modèle ne concorde pas avec les caractéristiques de la membrane cytoplasmique, c'est-à-dire l'eau ne peut pas franchir les deux rangées du pôle hydrophobe. Pour Sanger et Nicholson, la membrane plasmique est constituée de deux couches de phospholipides. Chaque couche est constituée de feuilles claires et sombres avec des protéines intégrées, c'est-à-dire ces deux chercheurs, ils ont ajouté qu'il y a présence d'un certain nombre de protéines, que ce soit intégrées, que ce soit à la surface, de part et d'autre de la membrane plasmique. Les constituants essentiels de cette membrane plasmique on trouve des polysaccharides, les glycoprotéines, c'est-à-dire les sucres liés aux protéines, glycolipides, phospholipides, les protéines intégrées, ainsi que le cholestérol, les protéines périphériques, protéines internes partiellement intégrées, et enfin les protéines externes partiellement intégrées. إذا هذه البنية ربما ستتماشى يعني تستجيب لوظائف الغشاء السيتوبلازمي. Il concorde avec les caractéristiques de la membrane plasmique. Les lipides et les protéines de la face externe sont attachés à des sucres en formant des glycolipides, comme on a déjà dit la nomenclature, et des glycoprotéines. Selon son modèle, les constituants de la membrane ne sont pas figés sur place, mais ils se déplacent les uns par rapport aux autres sous forme de la mosaïque fluide. Pour le schéma bilan que va montrer les différents types de mécanismes de transport à travers la membrane, on a déjà vu qu'il y a deux types de transport. Les transports qui ne nécessitent pas d'énergie, on parle de transport passif et de transport actif. Dans le cas de transport passif, on trouve l'osmose, tout ce qui est lié à l'eau, et la diffusion, tout ce qui est lié aux solidités. Pour l'osmose, il y a des canaux spécifiques pour le passage de l'eau, c'est-à-dire du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique, et pas des canaux ou bien des pores. Pour la diffusion, on trouve une diffusion simple. Il y a encore des protéines qui laissent passer d'une façon libre les éléments de concentration élevée vers la concentration la plus faible. Alors, dans le cas des molécules, des grosses ou bien des grosses molécules, on trouve qu'il y a un autre type de protéine intégrée qui facilite la tâche. On parle de transport facilité. Pour le deuxième cas de transport qui nécessite de l'énergie, toujours le passage se fait de milieu hypertonique vers le milieu hypertonique, mais ce passage nécessite une quantité de l'énergie, que ce soit par des pompes ou par des secondaires avec co-transport, c'est-à-dire à la fois il a le transport des ions, le transport des molécules d'une façon parallèle. Voilà. Pour les mécanismes, il nous reste à déterminer le mécanisme d'absorption de l'eau et des solutés qu'on a déjà vu comme élément important pour les plantes au niveau des racines. La mise en évidence, il y a une expérience qui va montrer l'importance d'une zone très importante au niveau des racines. On dispose de trois plantules sur un milieu contenant une couche d'eau surmontée par une couche d'huile. Vous voyez la manipulation dans la figure suivante. L'expérience, lorsque la zone périphére de la racine se trouve dans l'eau, la plantule continue à vivre. Vous voyez comme l'expérience 1 et ainsi que l'expérience 3.
Dans l'expérience 2, le moment où on a posé la zone pellifère au niveau de l'huile ou bien dans l'huile, la plante flétrit, c'est-à-dire elle meurt par la suite. إذا هذه النبتة تدبل وتموت في النهاية حينما توضع سافة الزغابية au niveau على مستوى الزيت، ولكن حينما يتم إرجاع هذه المنطقة التي تحتوي على زغب الامتصاص إلى الماء، إذا تسترجع حيويتها وتنمو في الأخير. Donc, la zone pellifère contient des poils absorbants. On va voir par la suite qui absorbe l'eau et ce qui permet à la plantule de rester en vie. Pour la structure, l'ultrastructure de poils absorbants, vous voyez au niveau de l'assise pellifère, il y a tout un ensemble de poils plus condensés, pardon. On parle de poils absorbants. Vous voyez à gauche une coupe transversale au niveau des racines, toujours les poils absorbants, il nous apparaît comme un prolongement de la membrane plasmique, c'est-à-dire elle est constituée, elle aussi, c'est une cellule végétale qui fait partie d'une cellule de l'acide pellifère. Elle se compose principalement de parois squelettiques, membrane cytoplasmique et cytoplasme et la vacuole et noyau, c'est comme les éléments constitutifs des cellules végétales en général. Voilà, on va chercher le mécanisme d'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes au niveau des racines. Vous voyez dans la figure, on va étudier la différence de concentration de poids d'absorbement, vous voyez, vers la partie centrale, c'est-à-dire vers les vaisseaux conducteurs, tout en passant de cellules parenchymatiques et de l'endoderme. Vous voyez, la figure suivante représente les résultats de la mesure de la pression osmotique dans les différentes cellules qui constituent la racine au niveau de la zone pellifère. En exploitant les données de cette figure, expliquer comment la plante absorbe l'eau et السيل مينيرو دونس في هذا الرسم قمنا بقياس الضغوط التنافسية على مستوى طبقات مكونة لزغاب الامتصاص، يعني يتلقى من زغاب الامتصاص في اتجاه المركز أو الناقل أوعية ناقلة للنزال الخام، يعني مرورا بالسيل parenchymatique et الأدمة الباطنية. L'explication, vous voyez que de poils absorbants vers l'endoderme, vous voyez qu'il y a une augmentation progressive de la pression osmotique qui est liée à la concentration de tabac. Alors, au niveau de l'endoderme vers les vaisseaux conducteurs, il y a une diminution progressive de cette pression osmotique qui est des pressions des concentrations, c'est-à-dire la pression elle est liée à la concentration des solutés. Voilà pour la réponse. On observe la pression osmotique est croissante du poil absorbant jusqu'à la fin de l'endoderme et après l'endoderme, on observe une inversion du gradient de pression osmotique. Il devient décroissant. À votre avis, lorsqu'on parle de l'eau et des solutés, comment l'eau va passer du poil absorbant vers l'endoderme? Vous voyez qu'il y a une concentration croissante tout en utilisant les informations déjà citées dans le cas de l'étude de phénomène d'osmose. Ici, l'eau va passer du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique, c'est-à-dire du milieu de poil absorbant vers l'endoderme. Il va passer de façon simple, c'est-à-dire en appliquant la loi d'osmose, c'est-à-dire du plus concentré du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Alors que les solutés, c'est-à-dire il y a une inversion de concentration, c'est-à-dire le passage des solutés du sol vers l'endoderme, nécessite un transport actif. Alors, au niveau de l'endoderme vers les vaisseaux conducteurs, il y a un inversement de concentration. Cette fois-ci, l'eau nécessite une énergie, c'est-à-dire il a besoin d'un transport actif et l'inverse pour les substances dissoutes. Dans l'eau, donc, l'eau circule de l'acide pellifère, vous voyez ici, à l'endoderme par le phénomène d'osmose, alors que les solutés nécessitent un transport actif à ce niveau-là. Mais de la fin de l'endoderme, c'est-à-dire au niveau endoderme jusqu'au niveau central, les sels minéraux peuvent transporter par des fusions simples ou bien facilitées, alors que l'eau ne peut pas circuler par osmose, mais nécessite aussi une énergie avec un transport actif. Schéma général qui va résumer ce chapitre. On a l'absorption de l'eau et les sels minéraux. C'est fait à travers deux types de membranes parois squelettiques
et la membrane plasmique, dans le cas des parois pectosolésiques, à travers les plasmodismes, c'est-à-dire une sorte de pont qui lie les cellules et qui assure l'échange de l'eau et les sels minéraux. Pour la membrane plasmique, les sels minéraux, leur échange s'est fait que ce soit par un transport passif ou bien un transport actif. Transport passif ne nécessite pas d'énergie. On trouve à la fois diffusion simple et diffusion facilitée par l'intervention des protéines. Et donc, le transport se fait dans le sens du gradient de concentration. Pour l'eau, il a besoin d'un phénomène d'osmose. Le sens décroissant de gradient de concentration. Pour le transport actif, c'est l'inverse. Ce qu'on a vu pour le transport actif, c'est-à-dire se fait avec une consommation d'énergie contre le sens du gradient de concentration. Ainsi prend fin cette séquence concerne le cours. On passe maintenant à voir jusqu'à quel point vous avez maîtrisé quelques notions concernant ce chapitre pour, dans un exercice, les échanges d'applications. On commence cet exercice. Les échanges de l'eau et de substances dissoutes entre les milieux intracellulaires et les milieux extracellulaires se font par différents mécanismes. Pour déterminer quel type de perméabilité vis-à-vis de l'eau et de solidité, on étudie les données suivantes. Deux fragments d'épiderme du pétale coloré de la fleur d'un végétal sont placés dans des solutions de concentration différentes. Le fragment 1, il a été posé dans la solution X, le fragment 2 a été posé dans la solution Y. Vous voyez les résultats. Les deux fragments ont été observés à l'aide d'un microscope qui permet de mesurer le volume de vacuole par rapport au volume cellulaire. Le document ci-contre montre les résultats obtenus. Vous voyez le rapport, c'est le volume de la vacuole sur le volume de la cellule. On indique que toutes les mesures ont été réalisées à une température constante et rien ne change que le rapport et que le volume de la cellule limité par la paroi squelettique est constant. La première question, c'est d'analyser les résultats obtenus. La deuxième, c'est d'expliquer le comportement des cellules dans les deux cas. Et on commence d'abord par l'analyse des résultats obtenus. Vous voyez, pour la solution X et la solution Y. Je vous donne quelques minutes. Vous allez mettre pause à cette vidéo pour répondre à cette question. Pour l'analyse, dans la solution X, au bout des 15 premières minutes, on observe le rapport R qui est le volume bien, de vacuole sur le volume de la cellule diminue, puis il augmente entre 15 minutes et 30 minutes, puis il devient stable. Pour l'analyse de la solution de la courbe concernant la solution Y, pendant les 15 premières minutes, le rapport diminue, puis il devient stable tout le long de l'expérience. L'explication de comportement des cellules dans les deux cas. Pour le premier cas, ou bien les deux cas, dans les 15 premières minutes, la diminution de rapport s'explique par la sortie d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Les solutions X et Y sont hypertoniques et les cellules sont donc plasmolysées. Pour le temps après 15 minutes, pour la solution tout, il y a une différence. Pour la solution X, il y a une augmentation de ce rapport, alors que le rapport dans le cas de solution Y, il reste constant. On observe l'augmentation du rapport R, les cellules sont devenues turgescentes, c'est-à-dire déplasmolisées, ce qui explique que par l'entrée de la solution X dans la cellule qui devient plus concentrée, par conséquent, entre l'entrée de l'eau dans la cellule qui se déplasmolise. Alors que pour la solution Y, les cellules sont restées plasmolisées durant tout le temps de l'expérience, car cette solution n'a pas pu entrer à l'intérieur de la cellule. Une autre question, schématiser l'état de la cellule de chaque solution en temps 15 minutes et en temps 30 minutes. Lorsqu'on prend dans chaque cas, pour la cellule dans la solution X dans le temps 15 minutes, vous voyez, ils sont tous plasmolisés, alors que dans les 30 minutes, pour la solution Y, elle devient déplasmolisée, c'est-à-dire interagissante, alors que dans la solution Y, elle est restée plasmolisée. Voilà. Et pour la réponse, la cellule déplasmolisée, c'est dans la solution entre 15 minutes et 30 minutes, c'est-à-dire elle reste constante, elle reste toujours turgescente, bien déplasmolisée. Alors, pardon. Alors, dans le cas de la solution Y, elle reste toujours plasmolisée, c'est-à-dire qu'elle a perdu une quantité d'eau.
Bon, la dernière question, quel est le phénomène observé en ce qui concerne le comportement de la cellule vis-à-vis de l'hydrosolidité, c'est-à-dire la perméabilité de la membrane cytoplasmique en molécule Y, si vous voyez, ou bien de solution Y, puisqu'il y a une stabilité à partir de 15 minutes, c'est-à-dire la membrane n'a pas laissé cette solution de traverser d'entrer vers l'intérieur. On parle d'une perméabilité sélective. La réponse, la membrane cellulaire se laisse passer que certaines substances, car il s'agit d'une perméabilité sélective, c'est-à-dire elle a laissé passer la solution X, par contre, la solution Y n'a pas pu traverser cette membrane vers l'intérieur. Et comme ça, on a fini cette séquence. C'est la deuxième partie du chapitre 1. On vous souhaite bonne chance et bon courage. إلى هنا انتهت الحصة. إلى فرصتنا القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.